En très peu de temps, notre société s'est transformée sous nos yeux. Entre confinement, inégalité et catastrophes climatiques, nous les jeunes, nous nous cherchons sans cesse. Cherchons notre chemin, notre voie et notre place dans ce monde qui vit à 1000 à l'heure. Nos vies sont constamment remises en question et tiennent au bout d'un petit fil. Parmi nous, certains jeunes ont véritablement trouvé leur voie, celle de l'engagement, pour répondre aux crises qui se succèdent. Les inégalités, le féminisme, la cause animale, le changement climatique et la lutte contre le racisme. Évidemment, nous savons que notre vie sera compliquée. Depuis presque 2 ans, on nous interdit de nous rassembler, de nous toucher ou même de faire la fête. Nous sommes la génération du futur qui devra dès à présent construire le monde de demain dont on parle tant. Comment les jeunes ont-ils déjà pris en main les clés de leur rôle à jouer? Parce que ces jeunes inspirants doivent être écoutés, on a conçu Les Jeunes s'engagent. Notre idée, réunir des jeunes au parcours inspirant pour donner l'envie à d'autres, eux aussi, de s'engager. Très ambitieux pour nous médiatiser, rencontrer et imaginer nos prochaines années, pleines de rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Jeunes s'engagent, la web-série à impact positif. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode. Aujourd'hui, on accueille Gwenolé. Il a 19 ans, il est étudiant en 2e année à Sciences Po Paris et il est très engagé chez Greenpeace, chez la Primaire Populaire et dans plein d'autres organismes. Et notamment, il a lancé une pétition qui a beaucoup tourné, qui s'appelle L'aide de la jeunesse pour la présidentielle. Salut Gwenolé. Salut tout le monde. Alors du coup Gwenolé, si tu te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présenterais? Je commencerai par mon prénom, évidemment, Guénolé. Je suis étudiant, comme tu l'as dit, à Sciences Po en 2e année. J'essaye de m'engager un petit peu par tous les moyens pour porter la voix de l'écologie dans le débat. En ce moment, je suis vraiment beaucoup mobilisé pour un petit peu diffuser, médiatiser, faire parler de la pétition, l'appel de la jeunesse pour la présidentielle, qui a récolté déjà plus de 22 500 signatures. Encore avant-hier, on a eu le partage de Jean-Marc Jancovici, qui a une grande visibilité quand même sur les réseaux sociaux. Donc voilà, le but c'est de placer le climat, le thème du climat, de la biodiversité au centre du débat, surtout en ce moment à un mois des présidentielles, parce que simplement il y a encore beaucoup de personnes et surtout beaucoup de jeunes qui se sont pas décidés, qui savent pas encore pour qui ils vont voter, pour quel candidat ou pour quelle candidate. Donc le but c'est simplement d'en parler, d'en faire une priorité pour que le vote s'oriente vers les candidats et les candidates qui sont crédibles sur cette question. Et sinon, pour compléter un petit peu ma présentation, je n'ai pas que lancé une pétition dans ma vie. Je suis aussi passionné de permaculture, donc je vais très régulièrement, toutes les semaines, dans un jardin partagé en permaculture à Nancy. J'avais fait un stage civique là-bas l'année dernière à Sciences Po. On a l'occasion de faire un stage civique d'1 mois à la fin de notre première année. Et moi, je voulais le faire dans ce domaine-là, la protection de l'environnement. Donc, un jardin permaculture, ça me paraissait être un lieu vraiment adapté. On pourra en reparler tout à l'heure, que je pourrais le détailler plus. Et sinon, je suis pas mal engagé dans plusieurs actions militantes. Encore la semaine dernière, j'étais à Paris pour la marche climat Look Up. J'étais dans le cortège Stop ICOP, on pourra en parler aussi, contre le projet de Total en Afrique, entre l'Ouganda et la Tanzanie. Et puis voilà, engagé à Sciences Po Environnement. Je suis aussi animateur de la fresque du climat, j'en anime assez régulièrement. Enfin, je crois que c'est à peu près tout pour moi. C'est déjà beaucoup de choses. Comment t'es venu cette idée de t'engager, de vouloir donner de ton temps pour des causes? Est-ce que tu as eu un déclic? À quel âge? J'ai pas vraiment eu de déclic, ou c'est pas une nuit, ou un matin, je me suis pas réveillé en me disant waouh, ok, il faut que je consacre plus de temps pour cette cause-là. Mais je crois que c'est venu vraiment progressivement à mesure de regarder différents reportages, des lectures, différentes lectures. Je pense que au tout départ, ma prise de conscience, elle a commencé avec la cause du bien-être animal, parce que j'avais regardé un reportage sur Le Front, je crois, d'Hugo Clément, qui traitait de cette thématique. Et là, pour le coup, ça a été un déclic pour devenir végétarien. Mais du coup, c'était plus pour cette cause-là, le bien-être animal. Et c'est après, ensuite, que j'ai développé cette cause-là du bien-être animal. C'est vachement relié à la question du changement climatique et de l'écologie en général, parce que les gros élevages industriels, ça a tout un tas de conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre aussi, surtout de méthane, donc un gaz super réchauffant. Et peu à peu, je m'y suis de plus en plus intéressé. J'ai multiplié mes lectures sur ce sujet. J'ai essayé d'en apprendre un peu plus par différents moyens et je me suis engagé dans plusieurs associations. Je me suis engagé dans pas mal d'assauts. Avec Greenpeace, j'ai fait plusieurs actions. J'ai assisté à des fresques du climat et je me suis dit que ce serait cool ensuite de transmettre les connaissances aussi. Donc, je suis devenu animateur de la fresque, aussi sur le plan politique où je suis engagé dans les jeunes générations. C'est un petit peu un micro-parti qui aujourd'hui soutient la candidature de Yannick Jadot. Moi, là, maintenant, je suis plus un petit peu dans une position partisane parce que la pétition que j'ai lancée est partisane. Mais voilà, c'est venu vraiment progressivement. Ok, trop bien. Si tu devais, on va dire, définir, tu dirais quoi? L'engagement, il fallait
le décrire en quelques mots, c'est se battre pour ses convictions, sa vision du monde, même si parfois c'est super idéaliste, mais c'est se dire, ok, j'ai une vision du monde où j'aimerais changer plusieurs choses, on voit plusieurs problèmes dans la société qu'on rencontre au quotidien, on se dit il y a des trucs à changer et on donne du temps, on en fait une priorité quoi dans son quotidien, et s'engager ça demande aussi du courage, je trouve, parce que c'est faire des concessions, c'est aussi pouvoir l'expliquer à son entourage. Ça, je crois qu'au départ c'est compliqué. Quand je suis devenu végétarien au début, pour expliquer ça à mes parents et ma famille, c'était un petit peu un défi, et ensuite leur expliquer pourquoi je préférais placer la priorité sur mon engagement plutôt que sur le lycée ou sur mes études. C'est des choses qui passent pas toujours, mais quand on est convaincu et on a ce sentiment d'urgence, je pense que c'est ça, s'engager. D'accord. Et pour toi aussi, c'est quoi, entre guillemets, la définition de l'aventure? Comment tu vois l'aventure L'aventure, je pense par définition, s'embarquer dans quelque chose qu'on connaît pas. C'est pas forcément y aller les yeux fermés parce que on a quand même un objectif en tête. Moi, si je m'engage pour l'écologie, c'est pour vivre de manière globale dans un monde plus soutenable, en harmonie avec des limites planétaires, dans un monde plus juste. Je sais vers où je me dirige, mais le chemin, il est périlleux. Tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Donc l'aventure, c'est accepter la difficulté de l'engagement. Quand on est jeune, c'est pas facile de porter ses idées, porter ses revendications dans le débat public et faire entendre sa voix. Donc voilà, l'aventure, c'est savoir où on va, mais accepter la difficulté en chemin. Ok, ce qu'on te propose maintenant, c'est de revenir un peu sur ton parcours d'engagement. Yes. Parce que souvent on dit que l'engagement, ça prend la vie en fait, mais ça, c'est un choix très personnel d'ailleurs. L'engagement, même si ça se fait souvent collectivement, c'est hyper personnel. Ce que je te propose, c'est qu'on peut commencer par revenir sur ta toute dernière action, dont tu nous parlais un peu tout à l'heure, ta pétition. Je crois que c'est quelque chose que tu as lancé collectivement avec des amis à toi. Comment ça s'est venu, cette idée? Pourquoi? Des choses qui vous ont dit des doutes, des réussites? Vas-y, raconte-nous, on est curieux. La pétition, on a décidé de la lancer avec des amis. Donc on est 7, des amis de première et deuxième année à Sciences Po sur le campus de Nancy où j'étudie. On est allé voir le dernier film de Cyril Dion, Animal, au cinéma. C'était en mi-décembre, juste avant de rentrer chez nous pour les vacances. Ensuite, on s'est retrouvés ensemble pour dîner et autour de la table, on s'est dit « Waouh, l'état du monde est assez catastrophique. » Enfin, quand tu sors du film Animal de Cyril Dion, c'est pas la joie. Il y a quelques touches d'espoir, mais tu te dis quand même, il y a des espèces qui disparaissent tous les jours et tout ça à cause des activités humaines, donc il y a plein de choses à changer. Donc une fois autour de la table, on s'est dit il faut se bouger absolument et on s'est dit dans quelques jours on arrive en 2022 et 2022 c'est l'année de la présidentielle. Donc il y a une vraie occasion à saisir pour justement placer l'écologie, le climat, la biodiversité au centre du débat et en faire la priorité pour l'élection. On s'est posé la question comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça, à parler beaucoup plus de climat en général dans le débat public, et on s'est dit qu'une pétition ça pouvait être un moyen pour nous, pour des jeunes qui en général n'ont pas beaucoup d'espace dans le débat public pour s'exprimer. On s'est dit que passer par une pétition ça pouvait être un bon moyen. On l'a lancé sans grand espoir, mais ça a pris une belle ampleur. Très vite on a eu pas mal de partages, surtout dans le milieu militant au départ, puis ça s'est pas mal diffusé. On a eu des gros soutiens comme Cyril Dion qui l'a partagé, Lucie Lucas, l'actrice de Clem qui est très engagée, qui était engagée aussi pour la primaire populaire et toujours pour l'écologie en général. On a eu Jean-Marc Jancovici dernièrement, aussi des collectifs comme On est prêt. Le jeune engagé a aussi partagé notre pétition. Enfin voilà, ça a pris une belle ampleur, on s'y attendait pas trop. On a aussi pas mal médiatisé la pétition. On a contacté des journaux, il y a même des journaux locaux qui sont venus vers nous pour en parler un petit peu. C'est bien de voir que les médias s'y intéressent quand même un petit peu, même si forcément ils en parlent jamais assez, ou en tout cas le climat et la biodiversité n'ont pas la place qu'ils méritent dans les médias en général. Mais voilà, on a eu des articles dans les journaux locaux ici autour de Nancy, aussi dans ma région d'origine en Bretagne. On a eu un article sur France Info. On est passé aussi à la radio sur France Info, dans les radios locales. On a eu un article, on est passé dans un article sur Reporter. On était assez surpris de tous ces résultats et ça va continuer. On va pousser jusque la présidentielle, évidemment. Wow. Déjà, bravo, vraiment. C'est impressionnant. En fait, on se rend compte que la puissance que ça peut avoir, un truc qui nous paraît petit, ça peut avoir une puissance énorme vis-à-vis de la société. Si tu devais faire, en 3 phrases, une carte d'identité de ce que vous attendez de cette pétition, tu dirais quoi? Waouh. Qu'on attend, c'est une vraie considération de l'urgence climatique de la part des candidats et des candidates à la présidentielle, et que leur programme soit à la hauteur ou soit cohérent avec les recommandations scientifiques, parce que ce que dit le GIEC, c'est pas une idéologie, c'est des faits, et ça, il faut que ça se retrouve dans les programmes absolument, sinon
sinon on va vers la catastrophe. Pour ceux qui savent pas, est-ce que tu peux expliquer en quelques secondes ce que c'est Ouais, le bien GIEC? sûr. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est un groupe composé de scientifiques de partout dans le monde qui rédige assez régulièrement des synthèses de toutes les connaissances scientifiques qu'on a sur le climat. Et donc, dernièrement, ils ont sorti 2 volets. En fait, les 2 premiers volets, je crois, le 3e va sortir prochainement, sur les connaissances qu'on a. Le dernier, c'était les conséquences du réchauffement climatique. Donc, ils ont bien montré qu'il y avait certaines zones beaucoup plus vulnérables que d'autres et surtout les zones les plus pauvres dans le monde. Donc, c'est ça qui est assez préoccupant. Et avec cette idée de justice sociale derrière la lutte contre le changement climatique qui est absolument cruciale. Donc voilà, le GIEC, c'est vraiment un travail de synthèse scientifique. Et justement, tu parles d'intergouvernemental. Il me semble que tu as participé aux grands entretiens de la transition écologique. Du coup, c'est quoi? C'était comment? Les entretiens franco-allemands pour la transition énergétique, ils ont été organisés par la métropole du Grand Nancy. Donc moi, je suis étudiant au campus de Nancy à Sciences Po, donc j'essaie aussi de m'investir dans la vie locale, toujours pour porter cette voie de l'écologie. Donc j'y ai candidaté, j'ai été sélectionné pour y participer avec d'autres étudiants et étudiantes françaises et d'Allemagne aussi. Et le but, c'était de construire des propositions sur plusieurs thématiques. Moi, j'étais dans le groupe qui travaillait sur les puits de carbone. Donc rapidement, un puits de carbone, c'est quoi une entité biologique, une entité technologique qui va absorber du CO2, donc pour éviter qu'il aille dans l'atmosphère et réchauffe le climat. Et donc ça, ces propositions, on les a travaillées avec des scientifiques, pas mal de profs de sciences à l'université de Lorraine ici, et d'autres aussi d'ailleurs. Et puis on les a présentées à des élus, à la fois des élus locaux de la métropole de Nancy, mais aussi des élus à l'échelle nationale. On a eu l'ambassadrice de France en Allemagne qui était là, et des présidents de Länder allemands, des régions allemandes qui étaient aussi là-bas. Donc c'était intéressant d'avoir ce travail commun, à la fois avec des scientifiques pour ensuite remettre un travail à des élus. C'était assez passionnant. C'était en novembre et on a présenté ces propositions. J'ai poussé dans ce sens pour que cet échange entre les jeunes et les élus se fasse d'une manière plus durable, sur le plus long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je participe à une autre initiative de la métropole du Grand Nancy et la COP territoriale. Suite à ces entretiens franco-allemands pour la transition écologique, la métropole du Grand Nancy a voulu continuer cette collaboration avec ce travail commun avec des jeunes, des étudiants et des étudiantes. Et il s'avère que cette année, la métropole a lancé une COP territoriale. Donc c'est en gros des réunions citoyennes, aussi en collaboration avec des experts, des scientifiques, pour cette fois alimenter en proposition le nouveau plan climat, air et énergie du territoire. C'est le PCAET qui sera voté en décembre par la métropole. Donc ils ont voulu réunir des habitants et des habitantes de Nancy, dont des jeunes, pour alimenter ce nouveau plan dans une démarche citoyenne. Et moi, avec aussi un ami de Sciences Po Environnement, on a été intégré au groupe d'organisation de cette COP. Donc on a pu participer à sa construction. Bien sûr, toutes nos propositions n'ont pas été reprises parce que il faut toujours faire des compromis quand on négocie avec des élus. Mais voilà, on l'a voulu la plus inclusive possible et la plus contraignante possible au niveau des propositions qui seront faites et qui seront votées au Conseil métropolitain en décembre. D'accord. Et au début, tu m'avais parlé de permaculture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Ouais, évidemment. La permaculture, c'est nouveau pour moi. En fait, j'ai découvert ce mode de production alimentaire pendant mon stage civique de première année à Sciences Po. Donc pendant un mois, en juin l'année dernière, j'ai été toute la journée en fait dans un jardin de permaculture à Nancy qui s'appelle les Jardins Citoyens. C'est géré par un groupe d'habitants et d'habitantes d'un quartier qui partagent cet espace et qui produisent plus de 60 espèces de légumes. Il y a des arbres fruitiers, etc. Donc rapidement, la permaculture, c'est un mode d'agriculture qui s'appuie directement sur les équilibres naturels et qui ne fait pas appel à des produits chimiques ou des engrais pour la production. Donc c'est un mode d'agriculture qui permet de régénérer les espaces, de conserver les écosystèmes, de les protéger. Et puis ça permet vraiment d'avoir une production intéressante. Je crois que donc c'est un jardin qui est assez petit, ça fait 0,7 hectares, donc c'est assez réduit comme espace, mais on arrive quand même à avoir plus de 10 tonnes de légumes à l'année, ce qui est assez important. Donc j'ai aussi animé des ateliers de sensibilisation avec des enfants d'école primaire, donc il était nouveau pour moi aussi de faire comme ça des ateliers pédagogiques. J'ai fait ce stage avec une autre étudiante de Sciences Po, donc on a organisé ça ensemble et on s'est partagé les tâches là-bas. Et quand on accueillait des enfants d'école primaire, moi j'animais un jeu sur la biodiversité, un petit peu sur le format de la fresque du climat, mais du coup plus orienté biodiversité avec tout ce qui menace aujourd'hui de la biodiversité. Et les enfants étaient plutôt très réceptifs à ce jeu. C'était super gratifiant en général de voir leur réaction et de voir un début de prise de conscience chez eux. Puis mon engagement au jardin, il se poursuit cette année et j'y retourne tous les week-ends quasiment. Demain, je vais aller jardiner là-bas. Donc voilà. D'accord. Super. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sors de ce jardin? Je suis toujours super fier, super joyeux quand
sorte de ce jardin. Déjà parce que les adhérents et les adhérentes du jardin sont vraiment incroyables. Il y a toujours de la bonne humeur là-bas. On y est pour jardiner, donc il n'y a pas de prise de tête. Chacun fait un petit peu sa tâche de son côté, on s'entraide. Voilà, c'est drôle, on nie la terre avec nos mains, donc c'est toujours du bon temps là-bas. Quelque chose de concret, quoi. Enfin, c'est très bien de se mobiliser sur les réseaux sociaux, de faire des choses à droite à gauche, des campagnes de com, s'engager dans des assos, mais là j'ai vraiment l'impression d'être sur le terrain, de me dire ok, finalement c'est ça aussi l'écologie, c'est aller participer en tout cas à un jardin de permaculture, toujours super heureux d'y aller, voilà. Super. Et tout à l'heure, tu parlais de Sciences Po Environnement dans ton école. Du coup, c'est quoi? C'est une asso? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, Sciences Po Environnement, c'est une asso qui est un peu une des grosses assos de Sciences Po, donc qui est directement financée par l'école. Avec Sciences Po Environnement, on fait vraiment tout un tas d'activités. Il y a différents pôles dans l'asso. Moi, par exemple, je suis responsable du compost, donc c'est moi qui m'occupe un petit peu de la logistique du compost à Sciences Po. Donc le compost est ouvert à tous les étudiants et toutes les étudiantes à Sciences Po, donc organiser la collecte des biodéchets et ensuite vérifier la maturation du compost, etc. et son utilisation ensuite dans le potager de Sciences Po. Donc Sciences Po Environnement s'occupe aussi du potager et le compost l'alimente directement. Dans le potager, il est assez petit pour l'instant, mais il va être développé surtout à partir du printemps. Donc pour l'instant, on a seulement des oignons et puis quelques plants de légumes. Et l'été, il y a plus de choses, des mûres, des fraises, etc. À côté de ça, avec Sciences Po Environnement, je pense que notre activité principale, c'est d'organiser des conférences ouvertes à tous les autres étudiants et toutes les autres étudiantes. Ça, c'est ce qui demande un petit peu le plus d'organisation, je pense. On en fait assez régulièrement. La semaine dernière, on a fait une conférence avec une personne d'Attaque, donc une association altermondialiste, qui nous a parlé des traités de libre-échange et des accords commerciaux et leur impact sur l'environnement en général. Donc, super intéressant. On a parlé du Mercosur en Amérique du Sud. C'est un accord entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Le CETA entre l'Union européenne et le Canada. Des accords financement avec la Chine, etc. Donc, on a parlé un petit peu de toutes les régions du monde. Donc, c'est toujours super enrichissant. On a aussi fait des conférences avec des personnalités politiques très actives dans la scène climatique. Donc, on a eu Sandrine Rousseau au semestre dernier, Pierre Larouturou, député européen, qui est aussi militant écolo. On avait aussi fait une conférence avec Valérie Masson-Delmotte, qui est scientifique GIEC. Enfin bref, pas mal de personnalités, c'est toujours super enrichissant. On est en train de préparer une prochaine conférence avec Tijn van Osteren, c'est un auteur d'un livre qui s'appelle « Pourquoi pas le vélo? Envie d'une France cyclable ». Donc on va faire une conférence sur les mobilités. On vise un petit peu tous les sujets qui sont liés de proche ou de loin à l'écologie. Avec Sciences Po Environnement, on organise aussi des petits ateliers DIY, par exemple pour faire son propre dentifrice ou sa propre lessive, son propre déodorant. Voilà, on fait des choses comme ça. En ce moment, on organise tout ce qui est marche climat, manifestation ou mobilisation pour le climat à Nancy. Donc là, on est en pleine organisation pour le 25 mars, date de la grève mondiale pour le climat. Il y aura une grève à Nancy, il y aura une grève dans des dizaines d'autres villes en France. Donc ça va être une super mobilisation, je pense. Je suis aussi dans le groupe de mobilisation un petit peu au niveau national, donc j'organise ça pas seulement à Nancy, aussi dans d'autres villes. Et voilà, donc Sciences Po Environnement aussi sur des actions un petit peu plus militantes, même parfois presque de la désobéissance civile, parce que je crois qu'il faut aussi un petit peu de radicalité pour faire bouger des consciences parfois. Voilà, globalement, ça fait un large panel d'activités chez Sciences Po Environnement. Ok, et en fait, souvent on parle d'écologie militante et d'écologie douce. Et ce qui est intéressant de mon avis, c'est qu'en fait, c'est complètement les deux parce que tout ce qui est permaculture, tout ça, c'est clairement de l'écologie, on va dire douce. Et la militante, est-ce que tu vois une différence, un avantage sur une des deux? Est-ce que pour toi c'est la même chose? Que t'apportes chacune est complètement différent? C'est un petit peu coupé, mais je pense que j'ai saisi l'essentiel de ta question. Est-ce qu'il faut plus s'orienter vers l'écologie douce ou vers l'écologie plus radicale? C'est bien ça? Ouais. Ok, cool. Je pense qu'il faut des deux. Il ne faut pas faire seulement l'une ou seulement l'autre. L'écologie douce, pour moi, ouais, ça peut être faire de la permaculture, ça peut être repenser complètement son mode de vie, son mode d'alimentation. On décide pour avoir un mode de vie plus soutenable de devenir végétarien, même vegan, de prendre son vélo pour aller au lycée ou pour se déplacer, refuser de prendre l'avion. On décide de moins consommer, de moins acheter, baisser son chauffage de 1 ou 2 degrés. Enfin, c'est plein de petites actions. Pour moi, c'est de l'écologie douce, c'est voilà, les petits gestes du quotidien. Et c'est très bien, il faut les faire parce que tous les petits gestes sont bons à prendre pour le climat, évidemment. Mais ça suffit pas. Pour moi, ça suffit pas. Il faut, plus de ça, interpeller les décideurs et les décideuses, ceux qui ont, et celles qui ont le pouvoir de changer les choses à une plus grande échelle. Parce que si je me limite à des petits gestes, mes actions, elles vont rester très dérisoires. Je vais donner un exemple. Si je décide de devenir végétarien, qui est le cas, et j'avais pris cette décision il y a quelques années maintenant, je décide de devenir végétarien, donc je réduis mon empreinte carbone liée à l'alimentation. Sauf que ça n'empêche pas que je continue de payer des impôts, en tout cas via mes parents. Mais je
continue de payer des impôts. Et ces impôts-là, que je paye à l'État, ils vont participer à financer tout un tas d'activités qui sont climaticides, ou en tout cas qui ont un très mauvais impact sur le climat. Donc par exemple, mes impôts, ils vont aller financer la politique agricole commune de l'Union européenne qui finance des énormes élevages industriels. Donc exactement ce que je voulais combattre en devenant végétarien, ou ce que je voulais éviter. Mon argent de l'impôt va aller financer indirectement, enfin en tout cas, il y a des subventions, participer à la construction d'un énorme pipeline en Afrique construit par Total. Enfin voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi adopter cette position un peu plus radicale à mon avis, faire des actions militantes, voire de désobéissance civile pour interpeller nos représentants et représentantes politiques et leur dire voilà, nous on fait des efforts à notre échelle, mais si vous agissez pas, à quoi ça sert? Donc les deux sont absolument nécessaires, même peut-être l'écologie radicale est peut-être plus utile parce que nos petits gestes du quotidien, il faut les faire, mais au final, s'il n'y a rien qui est fait là-haut, ça change pas grand-chose. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose en particulier qui, entre guillemets, qui te donne le smile quand tu te réveilles le matin, qui te donne envie de continuer, enfin, une source de motivation? Je pense que ma plus grande motivation, c'est de voir tout l'engouement des jeunes autour de cette question du climat.